Bonjour, alors je suis Alno Mathieu Ngouan et aujourd'hui nous poursuivons avec la deuxième séance réservée à l'exercice que nous avons entamé la semaine dernière, la dissertation littéraire, précisément la méthodologie de la dissertation littéraire. Alors, l'objectif général reste toujours le même, amener l'élève à maîtriser les différentes étapes d'une dissertation littéraire, donc amener l'élève à maîtriser la rédaction intégrale d'une dissertation littéraire. Aujourd'hui, donc pour cette séance, nous avons un objectif spécifique. Il faudrait que l'élève soit capable, à la fin de la séance, de rédiger les étapes d'une dissertation. Alors, nous reprenons le sujet sur lequel nous travaillons pour mémoire. Voici le sujet sur lequel nous travaillons, la citation de Pierre-Edgar Moudjegou. Selon le poète gabonais Pierre-Edgar Moudjegou, on ne peut pas parler de littérature en dehors de la société dans laquelle elle naît et prend forme. Quelle réflexion vous inspire ce propos? Alors, dans le traitement de l'exercice, nous avons commencé par aborder, par analyser et comprendre le sujet. Dans la compréhension et l'analyse du sujet, nous avons repéré les termes porteurs de signification, dont les mots importants. Nous avons déterminé le domaine concerné par le sujet. Nous avons reformulé la citation de Pierre-Edgar Moudjegou et de cette citation, de cette reformulation, nous avons formulé la problématique. C'était cela, l'étape 1 qui portait sur la compréhension et l'analyse du sujet. Le fait de ressortir les éléments de cette étape nous entraînait naturellement vers le point 2 qui consistait à poser les bases de ce que sera le développement, à savoir donc l'élaboration du plan détaillé qui portait sur notre point 2. Alors aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tous les éléments de ce plan détaillé, je vais juste ressortir les grandes parties. À partir de la citation qui nous était donnée et de la construction du sujet, nous avons opté pour un plan dialectique, c'est-à-dire un plan en 3 parties. Dans le plan dialectique, la première partie porte sur la thèse. Nous avons donc montré le caractère recevable de la thèse du locuteur, à savoir qu'effectivement, la littérature se présente comme le miroir de l'environnement immédiat de l'écrivain. Dans la deuxième partie, que l'on appelle couramment l'antithèse, eh bien, nous avons porté la discussion en disant à Pierre-Edgar Moudjegou, oui, il est vrai, la littérature peut porter sur l'environnement immédiat de l'écrivain, c'est-à-dire quasiment être identitaire, mais attention, la littérature relève également de l'universel. Notre deuxième point a donc porté sur l'universalité de la littérature. Et dans le troisième point qui porte sur la synthèse, nous avons dépassé la discussion apportée par la deuxième partie, d'accord? Et là, nous avons montré que l'écrivain n'est pas restreint par certains événements, non, il peut parfaitement prendre appui sur son imagination. Voilà les 3 parties que nous avons relevées. Et donc, à partir de la compréhension et de l'analyse du sujet, à partir de l'élaboration du plan détaillé, nous pouvons tout naturellement nous diriger vers la rédaction de l'introduction qui constitue donc le point 3 du traitement de notre sujet et pour la séance d'aujourd'hui, le point 1. Voici donc la méthodologie de l'introduction d'une dissertation. Alors, une introduction de dissertation repose sur 3 grandes étapes. Dans l'étape 1, on dit qu'on amène le sujet. Cela signifie qu'on cherche un domaine qui se rattache au sujet et qui va lui servir de point de départ, ou si vous préférez, d'amorce. On peut donc amener le sujet par citation, par définition. On peut amener le sujet par définition. Cela signifie que vous retirez des mots que vous trouvez importants dans la citation du locuteur, vous montrez le rapport que ces mots-là entretiennent entre eux et vous voyez comment ces mots peuvent être liés à la citation qui nous intéresse. Par citation, évidemment, il s'agit d'une citation différente de celle qui nous intéresse. Donc on peut partir par une citation. Alors, si le candidat mémorise la citation, il commence donc par la reprendre exactement telle qu'elle se présente avant de procéder à sa reformulation. Il peut arriver
que le candidat ne retienne plus les mots dans leur agencement de la citation. Et à ce moment, il peut directement commencer par la reformulation de cette citation en précisant bien entendu qui est l'auteur de la citation et dans quel contexte la citation a été produite. Si l'élève ne sait plus, par exemple, si Stendhal a dit « le roman est un miroir que l'on promène le long de la grande route » ou s'il a dit « le roman est un miroir que l'on promène le long du chemin », eh bien, il n'y a absolument pas de problème. Il peut commencer directement par la reformulation. Il peut donc dire « dans Le Rouge et le Noir, Stendhal estime que le roman est le reflet de la réalité ». C'est ce qu'on entend par reformulation. Donc, on peut reformuler. Et troisième étape, dont nous avons dit, on peut amener une introduction par définition, par citation et par constat littéraire, fait littéraire et même par débat ou polémique. Ce point, nous le reconnaissons bien, est utilisé, n'est pas très souvent utilisé par les candidats, mais il est intéressant. Alors, quand on dit que l'on amène un sujet par débat, cela suppose que pour la citation qui nous sert dans notre dissertation, eh bien, nous avons deux postures différentes d'auteurs. Nous avons des auteurs qui ont, sur ce même sujet-là, qui ont proposé des orientations différentes. Supposons par exemple que nous soyons sur un sujet qui porte sur la colonisation. De manière générale, les écrivains africains ont trouvé que la colonisation était une erreur. Alors, et nous avons un candidat qui veut commencer son sujet par débat ou polémique. S'il a par exemple lu Senghor, ce candidat, il peut s'intéresser à l'essai de Senghor, Liberté 2, Nation et voix africaine du socialisme. Dans cet essai, Senghor dit clairement que la colonisation est un mal nécessaire. Il lui trouve donc une certaine utilité. Le candidat peut également lire un texte sorti quelques années avant de Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. Et dans Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire affirme ceci: colonisation égale chosification. Donc ces deux postures différentes de la colonisation peuvent servir de débat, de polémique pour le candidat, montrer par la suite quel est le choix opéré par la citation qui nous intéresse. Première étape donc, on amène le sujet. Étape 2, vous voyez, nous allons ressortir ici l'importance des deux points déjà abordés, à savoir la compréhension et l'élaboration du plan détaillé. Eh bien, pour la raison que dans l'étape 2 de l'introduction, nous n'aurons plus à opérer une grande recherche, puisque la deuxième étape porte sur l'énonciation et la reformulation de la citation. L'énonciation, nous l'avons déjà dans le sujet. La reformulation a déjà été établie dans la première étape. Donc, il n'y a pas un grand travail à faire ici. Ce qu'on dit également, c'est qu'il est possible que le candidat procède directement par reformulation s'il estime, par exemple, que le sujet, la citation est étendue et développée. Mais il vaut quand même mieux, pour la lisibilité de la copie, pour la visibilité de la copie, que le candidat énonce la citation et par la suite qu'il la reformule. Étape 2. Alors, maintenant, avant de passer à l'annonce du plan, il peut extraire de cette reformulation la problématique. La problématique, je le précise bien, est, en français, elle est une et une seule question. Cette question permet alors d'ouvrir la troisième étape, l'annonce du plan, qui précise les parties qui seront traitées dans le développement. Voilà comment se présente la méthodologie d'une introduction et nous allons procéder à quelques applications. Alors, nous l'avons déjà signalé, l'introduction, bon, nous l'avons signalé peut-être pas, mais l'introduction est un élément phare de votre dissertation. Et l'introduction se présente en un bloc, ça veut dire en un paragraphe. Mais pour les besoins de la cause, présentement, nous avons disséqué l'introduction en différentes étapes, mais je reprécise que l'introduction se présente bien en un bloc. La conclusion se présente en un bloc. Le paragraphe argumentatif, évidemment, se présente en un bloc. Voici un exemple d'introduction à partir de la méthodologie que nous venons de voir. Donc, lecture d'abord. À partir du 19e siècle français, et ce, par l'entremise du mouvement littéraire, le réalisme, la reproduction du réel devient un enjeu littéraire pour les écrivains. Ils estiment que toute activité littéraire devrait s'inspirer de la réalité. Là, nous avons amené le sujet, nous l'avons mis en contexte, et nous l'avons mis en contexte par fait littéraire, puisque nous sommes allés chercher un mouvement littéraire du 19e siècle, à savoir le réalisme. D'accord?
et les élèves les élèves de lycée ont au programme les mouvements littéraires. Donc nous ne sommes pas allés chercher hors de leur culture littéraire. Étape 2. Pierre-Edgar Moudjegou s'inscrit dans cette conception de l'œuvre littéraire et la circonscrit lorsqu'il soutient, là nous énonçons la citation, « On ne peut pas parler de littérature en dehors de la société dans laquelle elle naît et prend forme ». Et nous reformulons, pour lui, la réalité proche demeure la source d'inspiration de tout écrivain. Ici, vous voyez bien que puisque nous avons une introduction en un seul bloc, les différentes étapes doivent être clairement liées. Ici, nous avons dit, s'il vous plaît, nous avons dit dans l'étape 2 que Pierre-Edgar Moudjegou rejoint, d'accord? Pierre-Edgar Moudjegou s'inscrit dans cette conception. Le lien est donc tracé, il va dans le même sens que les réalistes. Et lorsque nous disons qu'il circonscrit, c'est parce que les réalistes parlent de manière générale, alors que Pierre-Edgar Moudjegou estime que cela doit être réduit au niveau même de l'écrivain. Pour Pierre-Edgar Moudjegou, si l'écrivain est gabonais, il ne doit s'appuyer que sur l'environnement gabonais pour rédiger son œuvre. Voilà donc la deuxième étape. Étape 3. Alors, nous allons nous arrêter sur l'annonce du plan pour préciser les candidats disposent de 2 possibilités de rédaction d'annonce du plan. Nous avons ici une possibilité. Elle consiste à rédiger, à proposer des questions directes, des interrogations directes, c'est-à-dire avec la présence de points d'interrogation. Et à ce moment-là, chaque question correspond à une partie du développement. Donc si en introduction, vous vous posez 3 questions, cela signifie que dans le développement, nous aurons 3 parties. Et à ce moment, puisque la problématique est une question, elle rejoint immédiatement l'annonce du plan et à ce moment, ces questions permettent de nous dire de quoi il sera exactement question dans le développement. Donc, annonce du plan, dans quelle mesure l'écrivain reproduit-il son environnement immédiat? Première question, première partie. La littérature n'est-elle pas de portée universelle? Deuxième question, deuxième partie. Et même, ne dépasse-t-elle pas le cadre de la réalité? Donc, quand on parle de l'imaginaire, c'est le fait d'aller au-delà de la réalité. Troisième question, troisième partie. C'est donc un développement en 3 parties. Une fois, très chers candidats, une fois que vous avez posé ces 3 questions, vous n'ajoutez plus rien. Votre introduction est achevée. Vous laissez 2 ou 3 lignes avant de commencer votre développement. Autre possibilité d'introduction. Alors, dans une interview accordée au magazine Notre Librairie, Maurice Okuman-Kogé affirme en parlant de l'écrivain, et je le cite, « On écrit ce qu'on vit ou qu'on voit vivre ». Pour dire que la littérature porte une très forte empreinte de reproduction de la réalité. Cette fois, nous avons pris une mise en contexte sur une citation d'un auteur. Vous avez bien vu, le nom de l'auteur est donné, Maurice Okuman-Kogé, le contexte est donné et la citation est précise. Nous l'avons énoncée. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, dès que la citation est énoncée, que ce soit en introduction ou même dans le développement, chaque fois que vous mettez une citation, il faut vous attendre à la reformuler. Donc, première étape, énonciation de la citation suivie de reformulation. C'est une possibilité de mise en contexte d'introduction. Étape 2. Cette affirmation rejoint, vous voyez bien qu'il faut toujours qu'il y ait des liens. Ce que va dire Pierre-Edgar Moudjegou va dans le même sens que ce que dit Maurice Okuman-Kogé. Cette affirmation rejoint celle de Pierre-Edgar Moudjegou, plus restrictive, qui soutient, la citation, « On ne peut pas parler de littérature en dehors de la société dans laquelle elle naît et prend forme ». Énonciation de la citation, reformulation, il considère que tout écrivain retranscrit son environnement immédiat dans ses œuvres. Et là, c'est la reformulation de la citation. Ici maintenant, puisque nous avons pour objet de proposer une annonce de plan sous forme indirecte, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 possibilités d'annonce de plan. La possibilité de questions directes, d'accord, avec donc la présence de points d'interrogation, et la possibilité de questions indirectes reliées par des articulateurs. Donc, lorsque le candidat choisit la possibilité de questions indirectes, à ce moment, la problématique joue pleinement son rôle, et nous la retrouvons bien ici, après la reformulation de la citation. Problématique, de ce fait, la société serait-elle l'unique source d'inspiration de l'écrivain?
Et là, nous avons formulé la problématique qui nous entraîne donc directement vers l'annonce du plan sous forme indirecte. Annonce du plan. Le développement permettra non seulement de mettre en évidence la reproduction de l'environnement immédiat de l'écrivain dans son œuvre, c'est la première partie, de ressortir la portée universelle de l'œuvre littéraire, deuxième partie, mais aussi de montrer qu'elle transgresse la réalité, troisième partie. Voilà donc les deux possibilités d'annonce de plan à votre disposition. Alors, une fois que nous avons rédigé notre introduction, rien ne s'oppose à ce que nous rédigions la conclusion. N'oubliez pas que le plan détaillé nous donne les possibilités d'annonce de plan, mais le plan détaillé nous donne également les éléments qui nous seront utiles pour la rédaction du bilan. Et donc, une fois que vous avez rédigé votre introduction, vous pouvez alors rédiger votre conclusion. Méthodologie de la conclusion. Alors, une conclusion de dissertation comporte deux grandes étapes. L'étape 1 que nous connaissons tous, le bilan du développement. Dans le bilan du développement, le candidat doit faire ressortir la synthèse, d'accord? Il doit ressortir succinctement les trois parties qui ont été traitées. D'abord, ensuite, dans ce même bilan, il doit prendre position. D'accord? N'oubliez pas que dans la démonstration du développement, le candidat ne choisit pas. Il dit par exemple que pour ce qui concerne Pierre-Edgar Moudjegou, pour sa citation, voici ce que l'on peut dire, voici ce que l'on peut en dire, voici ce que l'on peut dire. Il présente les possibilités de traitement, mais il ne prend pas position. Et donc, dans la deuxième étape du bilan, il va choisir, certains disent d'ailleurs qu'il répond à la question de la consigne dans cette étape-là, et cela n'est pas faux du tout. Mais un devoir de français, il faut le retenir, n'est jamais neutre. Une conclusion d'un devoir de français n'est jamais neutre. Il faut toujours que l'on ressorte le point de vue du candidat. N'oubliez pas tout de même qu'il aura passé 4 heures à rédiger ce sujet. Il faudrait bien que l'on sache quel est le point de vue qu'il adopte sur les trois possibilités présentées. Une fois le bilan établi, vous procédez à l'ouverture finale qui se présente généralement sous forme interrogative. Alors, l'ouverture finale, la question de l'ouverture n'est pas une question qui sort de nulle part. C'est une question qui est en rapport avec le point de vue choisi par le candidat dans le bilan. C'est pour cela qu'on dit qu'il est indispensable que le candidat prenne position dans le bilan, parce que vous le verrez tout à l'heure, la question d'ouverture est intimement reliée au point de vue choisi par le candidat dans le bilan. Donc il y a quelques possibilités d'ouverture dans la conclusion de la dissertation. Le candidat peut, sous forme interrogative, accentuer le point de vue qu'il a choisi. On suppose que s'il a choisi un point de vue, c'est parce qu'il lui trouve des qualités. Le candidat peut, en conclusion, ressortir les faiblesses du point de vue qu'il n'a pas retenu. Et là, on suppose que s'il a rejeté un point de vue, c'est parce qu'il lui trouve quelque incohérence. Et le candidat peut procéder à une sorte de complémentarité des différentes parties. Cela signifie que le candidat prend position en conclusion, mais il se rend quand même compte que l'opposition que l'on veut présenter sur les différentes sources d'inspiration de l'écrivain n'est pas fondée parce que, d'une manière ou d'une autre, toutes ces différentes sources permettent la diversité des sources d'inspiration de l'écrivain. Voilà comment se présente méthodologiquement la conclusion. Application. Alors, nous avons un premier exemple de conclusion, s'il vous plaît. Il reste, ainsi que le constate Pierre-Edgar Moudjegou, que l'écrivain, de par son observation rigoureuse du milieu qui l'entoure, peint inévitablement celui-ci dans ses œuvres. Il est toutefois admis que le monde est aussi son champ d'investigation et que par moments, la réalité est insuffisante pour dire le monde. Mais un écrivain se doit avant tout d'exploiter son univers immédiat, celui qu'il connaît le mieux. Alors ici, pour que l'on se retrouve, nous avons souligné les différentes parties du développement et nous avons mis en gras le point de vue choisi par le candidat. Ici, nous le voyons bien, nous avons un candidat qui s'accorde avec Pierre-Edgar Moudjegou et qui estime que l'écrivain doit absolument reproduire son environnement. C'est ce que nous voyons ici. Donc il dit peint inévitablement, d'accord, son milieu. Et il accentue par la suite, un écrivain se doit avant tout d'exploiter son univers immédiat. Donc le point de vue est ressorti ici. Mais
peu importe le point de vue que vous allez choisir en conclusion, vous devez de respecter l'organisation du développement. Ce n'est pas parce que votre point de vue, par exemple, sera la troisième partie que vous allez commencer votre conclusion par cette troisième partie. Non, la conclusion respecte scrupuleusement l'organisation du développement. Donc, ce candidat a pris position pour la première partie. Donc, nous avons là la synthèse et le point de vue. La suite, pour la conclusion. Alors, question d'ouverture, vous voyez, comment pourrait-il en être autrement alors que la place qu'il occupe lui commande, voire lui impose de dire uniquement son monde dont il est un acteur clé. Voilà l'ouverture ou l'élargissement. Et vous voyez ici que le candidat accentue le point de vue qu'il a choisi. Il estime que si l'écrivain prend position, si l'écrivain s'inspire de son environnement immédiat, il est difficile tout de même qu'il fasse autre chose. Voilà la possibilité d'une conclusion. Autre conclusion, Pierre-Edgar Moudjegou, le principe reste le même, hein. Nous soulignons les parties du développement et nous mettons en gras le point de vue du candidat. Ici donc, nous prenons un candidat qui estime que la littérature, c'est d'abord le cadre de l'universel. Mais il faut tout de même qu'il respecte l'organisation de son développement. Pierre-Edgar Moudjegou constate donc que l'écrivain, première partie donc, peint le monde immédiat qui l'entoure, c'est la première partie, mais un écrivain est avant tout citoyen du monde et non de son pays. Il ne représente pas un individu, mais une société, et il serait absurde qu'il délaisse la réalité qui lui offre tant de possibilités d'expression. Vous voyez, la partie étoffée est celle qu'il retient, que nous avons mise en gras. Même si par moments, son acte d'écriture l'entraîne à dépasser le milieu qui est le sien en usant de son imagination. Nous respectons bien les étapes du développement, mais nous montrons que le candidat a pris fait et cause pour la deuxième partie. Ouverture. D'ailleurs, ne dire que son environnement revient à circonscrire une littérature qui se veut universelle. Donc là, il ressort la faiblesse du point de vue qu'il n'a pas retenu. Ne dire que son environnement revient à circonscrire une littérature qui se veut universelle. Et il ressort la faille de l'autre point de vue qu'il n'a pas retenu. Et aller dans l'imaginaire donne à penser que l'écrivain est incapable de dire son époque. Est-ce une telle image qu'il veut laisser à la postérité ? Vous voyez donc, il laisse ces deux possibilités-là, d'accord, soit d'accentuer le point de vue que l'on a choisi sous forme interrogative, soit de ressortir la faiblesse du point de vue que l'on n'a pas retenu. Et une fois que cela est fait, nous pouvons alors tester un paragraphe argumentatif. Donc, comment se présente le paragraphe argumentatif? Eh bien, vous le savez tous, dans ce qui concerne la dissertation, le paragraphe argumentatif est l'unité de base. Il y a une petite nuance entre le premier paragraphe d'une partie et les paragraphes qui suivent. Tout premier paragraphe d'une partie commence par l'idée directrice, c'est-à-dire l'idée qui oriente ce qui sera dit dans l'ensemble de la partie. Idée directrice que l'on met en rapport de cause avec l'argument. L'argument doit absolument être expliqué pour que celui qui va vous lire se rende bien compte de ce que vous dites et vous devez achever cela par un exemple. L'exemple est une donnée vraie, vérifiable. Quand vous achevez ce premier paragraphe, vous repartez à la ligne sans laisser de ligne, d'accord? Vous ne laissez aucune ligne. Vous repartez à la ligne et vous abordez le paragraphe suivant. Cette fois, il n'y a pas d'idée directrice, il y a un articulateur que l'on met en rapport avec l'argument. L'argument est expliqué et il est illustré. Voici un exemple de paragraphe argumentatif. Nous prenons donc ici le cas du premier paragraphe de la première partie. Donc, idée directrice, l'écrivain reproduit la réalité immédiate dans son œuvre. Argument, d'abord parce qu'il en est la matière. Voilà l'argument. Nous expliquons l'argument. Il est évident que, d'une manière ou d'une autre, l'écrivain s'insère dans son œuvre. Il met en scène une partie de sa vie en tentant de la relater le plus objectivement possible. Le but est de donner au lecteur un aperçu de ce qu'il a vécu, des expériences qu'il a accumulées, des visions qui ont été siennes. Ce récit peut aider le lecteur à mieux se connaître. Nous avons les étapes de l'introduction, les premières étapes du paragraphe argumentatif. Et tout paragraphe s'achève par un exemple. Ainsi, dans La route sans lumière, extrait du recueil de poèmes Élévation poétique, Éric Joël Bécalé exprime la douleur qu'il a ressentie lors de la perte de son fils. Par ailleurs,
Justine Minta, dans le roman Un seul tournant Makossou, relate les étapes douloureuses que son propre foyer a traversées, avec en toile de fond la mise en œuvre délicate d'une université. Ici, nous avons illustré par 2 exemples, mais le paragraphe classique, c'est bien un argument, un exemple. On peut arriver à 2 exemples, mais un paragraphe argumentatif classique, c'est un argument, un exemple. Une fois que cela est fait, nous allons montrer comment se présente une transition. La transition permet de partir d'une partie justement à une autre. Cela signifie que si nous avons un développement en 2 parties, nous aurons une transition. Si nous en avons en 3 parties, nous aurons 2 transitions. Alors, la transition est à la fois la synthèse de la partie précédente et l'annonce de ce qui va suivre. D'accord? Et c'est après la transition que l'on laisse une et une seule ligne avant de passer à la partie suivante. D'accord? Donc la transition se présente généralement comme un paragraphe. Une fois que vous avez achevé le dernier mot du paragraphe, vous revenez à la ligne pour la transition. Voici un exemple. L'écrivain est ainsi amené à considérer son milieu naturel qui devient sa muse et se présente comme la substance de son écriture. C'est ce qu'on vient de montrer. Maintenant, de quoi va-t-il s'agir pour la partie suivante? Est-ce pour autant qu'il ne lui arrive pas de visiter d'autres ailleurs réels? Voilà un exemple de transition. Vous voyez bien, chers candidats, que vous pouvez vous entraîner à rédiger la 2e transition, à rédiger des paragraphes. Pour ce qui est d'aujourd'hui, le cours est achevé. Le cours sur la méthodologie de la dissertation. Alors, nous ne cesserons pas de vous le répéter. Restez chez vous autant qu'il est possible, restez chez vous. Et si vous êtes véritablement amené à sortir, eh bien, portez un masque et respectez la distance barrière. Et quand vous êtes chez vous, lavez-vous les mains régulièrement et fréquemment. Merci.